Messieurs les membres du gouvernement, Madame la représentante du président de la République à cette cérémonie, honorables parlementaires, membres de la communauté internationale, membres des secteurs religieux, membres des secteurs de la société civile, membres du Conseil de la Banque de la République d'Haïti, membres du Conseil de la Banque nationale de crédit, les hauts dignitaires de l'État qui sont sur place, des universitaires, des écoliers, chers membres de la presse, invités spéciaux, membres du jury et membres du groupe de travail. Encore une fois, merci d'être venus. Le groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du Palais national s'estime vraiment heureux de vous compter parmi ses invités au Centre de convention et de documentation Anthony André à cette séance de présentation publique des propositions des 4 finalistes pour le choix du projet gagnant du projet de concours d'architecture pour la reconstruction du Palais national. C'est donc un jour très important pour les membres du groupe de travail, pour les membres du jury et aussi pour les 4 finalistes sur les 8 retenus pour le sprint final. Nous signalons que le nom du vainqueur sera dévoilé lors d'une cérémonie qui se déroulera le 12 janvier, qui marquera le 10e anniversaire du séisme du 2 janvier au Palais national. Donc le nom du vainqueur sera dévoilé par le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Alors, dans un instant, les 4 finalistes vont défiler sur le podium pour défendre leur projet devant les membres du jury. Et juste avant la partie tant attendue de cette cérémonie, j'invite le coordonnateur de l'UCLBP et du groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du Palais national, l'ingénieur Clément Bélizer, également directeur de l'UCLBP, pour ses propos de circonstance. Monsieur Bélizer. Merci Rothschild. Son Excellence Président Prosper Avril, les généraux Hera Abraham, Fritz Romulus, mon père l'ingénieur Jean Bélizer, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Madame la représentante du président, le corps ministériel, mes collègues du Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens et les différents représentants de la société civile, de la presse. Et il y a des écoliers aussi parmi nous, celui de Gonzague, les Oliviers, Union School, et les facultés des sciences, GOC, etc. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voici arrivés à la fin du long processus de concours d'architecture pour la reconstruction de notre palais national. Au cours de ce processus, 15 groupements ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt, desquels 8 se sont qualifiés pour rentrer dans la course. Ensuite, de nombreuses consultations ont eu lieu pour discuter du quel palais national. Entre les aspirations de la population, celles de la grande famille des architectes haïtiens et la commande du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, le groupe de travail a pu élaborer des termes de référence pour ce concours qui tiennent compte de la valeur patrimoniale de l'ancien palais, les besoins physiques, techniques et technologiques de la présidence et en même temps laisser assez d'espace libre pour les architectes de nous impressionner par leurs propositions. Nous sommes aujourd'hui à la veille du 10e anniversaire de la destruction de notre palais, super palais national, le Petit Nid de Georges Bossan, architecte haïtien de l'école des Beaux-Arts, dont nous saluons la mémoire ce matin et nous le remercions pour cette œuvre majestueuse et somptueuse qui a fait notre fierté pendant plus de 75 ans. Aux concurrents à ce concours, je dis un grand merci d'avoir participé avec nous de cette initiative. Aux 4 finalistes, je dis félicitations d'être arrivés à l'étape finale, tout en vous souhaitant bonne chance à tous. Ce que nous avons perdu en 35 secondes le 12 janvier 2010 peut nous coûter plus de 35 ans à travailler 7 jours sur 7 et 24 sur 24 pour les reconstruire, sans compter les milliards de dollars que nous allons devoir trouver pour y arriver. Donc, s'il en est ainsi, soit, unissons-nous autour de ce projet, symbole de la démocratie et de notre indépendance. Inspirons notre jeunesse, influençons et façonnons ensemble notre avenir. Je dis un grand merci à mes valeureux collègues commissaire du groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du Palais national, un groupe de professionnels seniors de la plus grande facture qui a comme particularité de travailler avec la flamme et la passion du débutant qui veut faire ses preuves. Mes chers collègues,
C'est un honneur pour moi d'œuvrer à vos côtés. Merci. Pour conclure, je dis un grand merci au jury, composé des plus grands initiés et autres figures historiques de l'art encore vivants, ainsi que les représentants du SIAT, le Collège national des ingénieurs et des collègues internationaux qui ont gracieusement accepté de nous accompagner dans notre démarche. Je profite aussi de l'occasion pour saluer, féliciter et remercier l'ingénieur Alix Cinéas, figure emblématique des travaux publics en Haïti pendant notre ère et considéré par beaucoup de nous comme le ministre des Travaux publics de tous les temps. Notre aîné, notre doyen chéri. Ton Alix, merci de tout cœur au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, les commissaires du groupe de travail de réflexion pour la reconstruction du Palais national et en mon nom propre d'avoir accepté de présider notre jury. Bonne matinée à tous et merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci. Merci, M. Bélizaire. Alors, la partie tant attendue de cette cérémonie, donc bien sûr, c'est la présentation des différents projets. Alors, le moment tant attendu, qui sera marqué par la présentation des 4 projets retenus pour la phase finale de ce concours historique d'architecture pour la reconstruction de notre palais national. Je tiens à vous annoncer que les finalistes auront 20 minutes pour assurer la présentation de leurs projets respectifs, dont ils vont pouvoir défendre leurs projets et tenter de remporter le vote du jury. Et à leur tour, les membres du jury disposeront de 10 minutes pour poser les questions aux finalistes concernant leur projet, un processus qui sera accompagné de la présentation de vidéos. Alors, le premier groupe à qui nous allons faire appel est Edifica Sud, JB Mier, Vinci Consultant. Ce groupement, composé de la firme internationale Edifica Incorporation et une filiale haïtienne, Edifica SA, qui a pu réaliser des projets d'envergure tant en Haïti qu'à l'étranger, et se disent prêts à contribuer à la reconstruction du prestigieux bâtiment faisant la fierté haïtienne qu'est le Palais national. Nous appelons l'ingénieur Gary Léguisson, qui est le directeur du projet, et je signale que l'ingénieur Odniel David va assurer la mise en œuvre, va assurer, coordonner les débats avec nous aujourd'hui. Alors, les consignes. Quand les directeurs de projet vont venir ici pour présenter leur projet, même si vous voyez c'est une œuvre super, vraiment une œuvre magnifique, il ne faut pas applaudir. C'est la règle dans ce genre de concours. Il faut pas applaudir parce que c'est au jury de faire le choix. Donc il ne faut pas influencer le jury. Donc nous demandons toujours chacun de ne pas applaudir, même si vous voyez que vraiment c'est une super présentation, c'est un super palais, futuriste un peu, mais il ne faut pas applaudir. Je vous remercie. Donc j'invite le directeur du projet, M. Gary Léguisson. J'ai une citation sur la puissance des histoires d'une auteure nigérienne. Elle dit « De nombreuses histoires comptent. Des histoires ont été utilisées pour déposséder et diffamer. Mais des histoires peuvent aussi être utilisées pour autonomiser et pour humaniser. Des histoires peuvent briser la dignité des peuples, mais certaines histoires peuvent aussi réparer cette dignité brisée. » Pour monter l'histoire, c'est une histoire toute simple. Une histoire archétypale, on dirait, basée, entre autres, sur la comédie divine de Dante, que vous connaissez sans doute. Une histoire en 3 moments clés, 3 cantos en italien. L'enfer, le purgatoire, le paradis. On a fait un parallèle ici pour organiser notre site en 3 moments. Le moment du passé, le moment du présent, le moment du futur. Ces 3 sites sont incarnés dans la procession qu'on propose au peuple et aux citoyens qui vont venir visiter le palais. On va regarder comment l'histoire se traduit dans le plan. Tout d'abord, au point de vue, regardez les images, les grandes images ici, les 3 moments. Si on parle du passé, le moment du passé va être l'antichambre, le vestibule au projet. Il va constituer une descente vers le palais qui va exposer un mur de commémoration pour le séisme, pour rappeler à tous le drame qui s'est passé, mais aussi pour faciliter la guérison, faciliter le deuil
et se remémorer les victimes qu'on a perdues, tous et chacun. Ça serait le premier moment, donc un nouveau mur de commémoration. Le deuxième moment, on remonte au niveau du sol, au niveau de la ville. C'est le moment présent. Ce qu'on a choisi pour le moment présent, c'est de prendre le tracé de l'ancien palais de Baussan et de l'immortaliser dans un bassin réfléchissant. Un bassin réfléchissant qui serait devant le nouveau palais. Donc, c'est une façon de rendre hommage à cet ancien palais, mais en même temps, avec un recul déférent de l'ancien palais, mais aussi de renouveler la trame urbaine avec un nouveau geste qui va structurer la cité administrative. Vous voyez ici la deuxième image en dessous avec le mur de commémoration qu'on a humblement appelé le mur des larmes infinies. Et vous voyez le bassin qui se découpe au niveau du sol et le palais en arrière-plan. Le palais est le troisième moment qu'on vous propose. C'est le moment de l'espoir. Le premier moment était le moment de la mémoire. Le deuxième moment était le moment... le troisième moment, c'est le moment de l'espoir. Le deuxième moment était le moment du patrimoine et de l'actuel. Et si on regarde le troisième moment, le palais lui-même, en fait, est un portail sur un socle qui s'ouvre sur un jardin surélevé en promontoire sur la ville. Vous voyez donc une procession en trois moments. Si on regarde le plan, comment le projet s'inscrit dans la trame urbaine, parce qu'un de nos objectifs, c'était aussi que ce soit la pièce maîtresse, que le nouveau palais soit la pièce maîtresse du renouveau et de la cité administrative et du secteur. Ce qu'on a choisi de faire, c'est d'installer un palais dans l'axe de la rue du Champ-de-Mars et qui regarde la baie de Port-au-Prince. Mais en même temps, un palais qui se recule devant le tracé de Baussan et reprend aussi cet axe. Finalement, notre palais nouveau est au carrefour de ces deux axes urbains et symboliques. Prochaine planche, s'il vous plaît. Regardons le plan plus attentivement. En haut à gauche. Donc, vous voyez ce que je viens de vous présenter. Si on part de la gauche vers la droite, donc avenue de la République à gauche, en dessous, Monseigneur Guillot. Donc, on voit ici le vestibule, le premier acte de notre histoire, qui est le moment de la mémoire, où on descend vers le mur des larmes infinies. Ensuite, on voit le tracé de l'ancien palais Baussan en bassin réfléchissant, mais exactement dans l'emprise de cet ancien palais. Le citoyen va être invité à monter à ce niveau en passant au travers du centre d'interprétation qui sera constitué à même le mur de commémoration. Le mur de commémoration aussi pourra avoir une stratégie pour reconnaître les donateurs au nouveau monument du Palais national. Donc, c'est une stratégie aussi de financement et de donation qui peut être intégrée de façon discrète et respectueuse dans le projet. Donc, vous voyez le deuxième moment avec le tracé Baussan et des jardins de part et d'autre. Le troisième moment qui est initié par l'emmarchement du nouveau palais, inscrit dans l'axe longiligne de la rue du Champ-de-Mars. Ce palais, sa composition n'est pas arbitraire. Sa composition géométrique, en plan, en élévation, je vais vous le montrer, s'inspire de l'ancien palais, des lignes de force de cet ancien palais. Dans le fond, c'est une figure rectangulaire toute simple, mais l'idée, c'est qu'on a pris la figure repliée de l'ancien palais et on l'a dépliée, déployé ses ailes en ligne droite pour faire un bâtiment simple et sobre. Donc, la longueur, finalement, de ce palais, c'est l'ancien palais déployé. Ce palais sert d'antichambre à un promontoire, un jardin surélevé, un socle. Par-dessus un socle qui est à l'arrière, où la salle des bustes trône au centre, parmi des jardins paradisiaques ou célestes, on pourrait dire, qui donne un point de vue imprenable sur la ville et qui permet aussi d'assurer un confinement et une sécurisation du site, naturelle et intuitive. Donc, le palais surélevé permet de bien gérer les niveaux de confinement. Le site est un site quand même, une enceinte, je pourrais dire, présidentielle qui est ouverte, parce que notre premier moment, qui était le moment de la mémoire, qui mène au mur de commémoration, serait ouvert à la population pour pouvoir consulter, pour pouvoir venir se recueillir le long de ce mur des larmes infinies, pour se remémorer les victimes de la catastrophe.
Et enfin, vous voyez le socle qui se dégage sous ce jardin, sous ces jardins, qui regroupent l'ensemble des fonctions plus techniques, plus opérationnelles du palais, ainsi que la salle d'audience. En haut, les images, si on regarde les images en haut à droite, on voit ici le palais qui agit comme un portail vers si on fait une analogie avec la comédie divine, avec le primum mobile, qui est le, 5 minutes, qui est le moteur de la nation. Donc, la salle des bustes. Il me reste 5 minutes. Je vais résumer rapidement. On va passer au plan. Vous allez comprendre davantage. Prochaine planche, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prochaine planche. Il y a 4 planches. Merci. Simplement, au niveau fonctionnel, sans vous parler de tous les détails fonctionnels, dans le fond, on a un bâtiment très simple. On vous propose un pavillon de palais de 2 étages qui regroupe les fonctions similaires à ce que l'ancien palais faisait. Conseil du ministre, résidence présidentielle, le tout organisé autour de 3 foyers qui sont des coupoles inversées, inspirées de l'alignement des anciennes coupoles, qui fonctionnent de façon similaire, qui permet de rentrer au centre du palais et découvrir la salle des bustes à l'arrière. Le grand plan qu'on voit avec tous les détails, c'est le socle. Le socle est articulé autour de 3 cours qui permettent à la lumière naturelle de rentrer, et c'est un socle de 1 étage, très simple. Et les fonctions techniques, la salle d'audience, tout se découpe là-dedans. Le socle permet de récupérer aussi les vestiges des casernes Dessalines. Dans le fond, le socle est inspiré des vestiges des casernes Dessalines. Prochaine planche, s'il vous plaît. Je vais vous parler un peu de structure et d'élévation. Regardez la modénature, l'expression du palais en 3 foyers et en longueur, en proportion, en modénature, en module, et même tous les éléments s'inspirent de l'ancien palais. Il y aura 216 colonnes qui supportent la toiture ou l'auréole, qu'on pourrait dire, du palais. 216 pour marquer chacun une année depuis l'indépendance de 1804. Chacune des colonnes mesurera 18,04 mètres de haut pour rappeler la date de fondation et l'indépendance de la nation. Donc, un bâtiment très simple, un socle, structure de béton très solide, un palais de 2 étages, une structure conventionnelle, et une auréole de toit qui se découpe avec 216 colonnes. Je ne vous ai pas parlé de développement durable, mais peut-être je pourrais finir là-dessus. On vous propose un palais qui sera exemplaire au niveau écologique et développement durable. On propose un site qui est 2 fois plus végétalisé que l'ancien site du palais. Donc, les surfaces végétales vont aider à combattre les îlots de chaleur pour Port-au-Prince et vont purifier l'air. 2 fois plus de surface. Au point de vue écologique, on a de la géothermie, on a des panneaux voltaïques, on a des toitures végétalisées et on récupère l'eau de pluie, dans une citerne sous le nouveau bassin de Baussan de l'ancien palais. Donc, on vous propose un palais qui favorise la protection de l'environnement, si on peut dire, une performance énergétique exemplaire, mais aussi le ressourcement et le bien-être pour la population et aussi pour les usagers du palais qui vont l'utiliser de façon quotidienne. La ventilation naturelle sera au cœur aussi de la stratégie qu'on utilise. Donc, si je conclus, on vous propose une vision qui mise sur le respect de l'ancien palais et de l'héritage et du legs des palais précédents. Souvenez-vous, les premiers palais aussi regardaient vers la baie, étaient dans l'alignement de Champ de Mars, de l'axe du Champ de Mars. On propose aussi que le nouveau palais soit un point de repère surélevé en axe de la cité administrative. Ça sera une icône digne des aspirations de la nation pour un futur prospère et optimiste. Ce sera aussi une intégration de patrimoine qui est vivante, intégrée. Tous les éléments du patrimoine qui sont existants sur le site sont intégrés dans la composition, comme les casernes Dessalines, et vont être revivifiés par des usagers quotidiennement. Une enceinte qui sera accessible et généreuse, et un bâtiment digne de la mémoire avec un mur et une stratégie de commémoration, un monument écologique exemplaire, une structure qui sera éternelle et une icône qui va briller par sa simplicité et sa sobriété et sa finesse. C'est ce qu'on vous propose pour la vision du nouveau palais national du peuple haïtien. Merci. Allô?
Maintenant, on va passer à la phase. Maintenant, on va passer à la phase des questions. On peut arrêter la musique, Bobby. Bien. Maintenant, on va passer à la phase des questions. Donc, le jury va poser des questions à ce groupe, à ce groupement, pour sa présentation. Donc, ils vont répondre aux questions du jury. Je rappelle encore une fois, j'aimerais peut-être, après, pour les 3 autres finalistes, qu'on respecte le minutage. Vous avez dépassé au moins, bon, pour les prochains, j'espère que ça va se faire. Les 20 minutes pour la présentation et 10 minutes pour les questions des membres du jury. Donc, les membres du jury, vous avez la parole pour poser les questions au groupement. Alors, je signale une chose, c'est que les 3 autres finalistes, ils ne sont pas dans la salle. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Ils ne sont pas dans la salle. On va les appeler un par un pour venir ici. Les 3 autres finalistes, ils sont à l'extérieur. Allez-y. Merci. Et chers invités, vous venez d'assister à la présentation du groupe Edifica Sud. Vous venez d'assister à la présentation du groupe Edifica Sud. Maintenant, il s'agit aux membres du jury de passer à la séance de questions. Et dans la foulée, avant de commencer, je vais présenter les membres du jury. Il s'agit de l'ingénieur Alix Ineas, qui est président du jury, de l'architecte Marcia Codina, de l'architecte Marie-Édith Hilaire, de l'ingénieur Fritz Soplan, qui est spécialiste en parasismique, de l'architecte urbaniste Rose Méguignard, et qui vont justement vous poser certaines questions. Vous avez 10 minutes pour finaliser cette partie. Merci. Qui commence? Je voudrais rappeler que l'évaluation des finalistes porte sur les critères d'évaluation suivants: la beauté, le caractère de l'innovation, la forme et matériaux, paysage et environnement, intégration sociale et urbaine, utilité et usage. Ma première question, c'est, je voudrais savoir comment vous avez développé le lien entre votre futur bâtiment et le reste de la ville. Le reste de la ville de Port-au-Prince. Donc, je vais répondre. Le lien qu'on propose, l'intention principale de notre implantation urbaine est, comme je disais, tout d'abord de s'inscrire au carrefour des 2 axes importants, dont l'axe de l'ancien palais vers l'avenue de la République et l'axe de la rue du Champ-de-Mars. Donc, le palais s'inscrit à cet endroit clé. Mais la relation avec le site environnement, l'idée, c'est de créer une enceinte qui serait accessible, ouverte, généreuse et qui fait un confinement de la sécurité d'une façon graduelle. C'est-à-dire le palais lui-même, de 2 étages, avec la salle des bustes, reste l'endroit le plus sécuritaire au niveau de la résidence présidentielle. Autour de ça, il y a le socle qui finalement constitue l'élément fonctionnel clé qui permet d'alimenter et de desservir, d'approvisionner le palais et l'ensemble des espaces. Donc un 2e degré de confinement, si on peut dire. Et ensuite, l'enceinte présidentielle qui s'étend jusqu'au mur de commémoration et qui comprend l'avenue Magny. Donc l'avenue Magny sera intégrée dans le périmètre de sécurité de 3e ordre pour permettre l'accès au site et permettre la circulation libre des gens qui ont le degré de sécurité approprié. Finalement, il y a le 4e niveau avec la ville, entre autres le long de l'avenue de la République, où la première partie servira de vestibule d'antichambre au projet. Cette première partie serait ouverte. Donc, les 2 anciens portails avec la circulation en hémicycle qui descend vers le mur seraient ouvertes à la population en tout moment, mais pourraient être confinées si on jugeait nécessaire de confiner. D'autres questions? Fritz. Oui, je voudrais avoir un peu plus de détails sur, disons, votre approche structurelle. Vous avez adopté des formes simples, juste pour faciliter la mise en œuvre du point de vue parasismique, mais en fait, on voudrait savoir comment est-ce que vous allez vous prendre pour contreventer ensuite, ou bien encore quel type de fondation que vous allez avoir. Je voudrais avoir un peu de détails. Merci. D'accord. Je vais passer la parole à Lénine Cruz, directeur chez Edifica.
Merci pour votre question. Et si je comprends bien, vous aimeriez connaître plus de détails sur l'approche des solutions structurelles. Okay. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce stage de conception, on est vraiment sur un développement conceptuel en architecture. Donc, ce qu'on peut apporter sur le point de vue structural, c'est une stratégie. Vu qu'il manque encore d'éléments et de détails pour faire une conception, par exemple, du type de fondation, tout ça. Mais on n'a pas d'études géotechniques. Par contre, on s'est concentré sur l'harmonisation de la performance structurelle avec le concept architectural. C'est pour ça qu'on a choisi, on a aligné les stratégies sur 4 principes principaux. Le premier, c'est de concevoir, de proposer une structure légère, très légère, est-ce que dans un environnement à risque sismique, le principal enjeu qu'on considère, c'est la réduction de la masse pour réduire la force sismique. Donc, avec ce principe, on est déjà en train d'augmenter la performance juste sur le fait de réduire le poids propre de la structure. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est d'opter pour une géométrie simple, symétrique et symétrique. Et ce qui permet aussi d'éviter des irrégularités torsionnelles. Donc, il n'y a pas de complications, disons, il n'y a pas d'écart d'une section par rapport à l'autre. C'est sensiblement symétrique. Le principe, c'est d'éviter ou de réduire au maximum les irrégularités torsionnelles, et ce qui augmente aussi per se la performance sismique. Le troisième aspect, c'est que malgré qu'on apprécie dans le bâtiment principal une forme allongée, très allongée, qui pourrait être perçue comme un enjeu en termes de performance aussi, dans la réalité, on parle de 4 corps séparés qui nous permettent d'avoir une proportion en largeur, longueur et hauteur qui favorise la stabilité, juste par des principes géométriques. Donc, c'est ce que... Et là, aussi, juste pour revenir un peu au deuxième point, la géométrie simple nous permet aussi d'avoir beaucoup de redondance structurelle, ce qui assure aussi la certitude par rapport à la performance. Parfait. Je ne sais pas si ça répond bien à vos questions. Parfait. Bonjour à tous, merci pour la présentation. Donc, vous offrez un concept où le palais se reconstruit sur lui-même, la ville se reconstruit sur elle-même. Est-ce que vous pouvez au moins nous donner des clés pour comprendre le geste patrimonial et comprendre où est le palais de Bossan, où sont les autres palais? D'accord. Notre parti, vous le voyez, est un parti de renouveau, c'est-à-dire qu'on propose une nouvelle figure pour le palais. Mais on a décidé de proposer une figure en continuité, même si sa signature est audacieuse, moderne. Le palais est blanc, comme l'ancien. Le palais a les mêmes proportions en plan, en hauteur, que l'ancien palais. Le palais aussi reprend dans son expression, sa matérialité, j'en ai pas parlé tantôt, mais s'inspire des torsades du portail de l'ancien palais pour générer une résille, un écrin autour du palais qui serait constitué de volets ouvrants et fixes. Donc, c'est un palais qui tire son inspiration des anciens palais, en particulier le palais de Bossan, mais qui propose une figure renouvelée, si on peut dire. Mais même l'emmarchement qu'on propose, le nombre de marches, sa hauteur, dans le fond, correspond à l'ancienne fondation, ou bossage, si on peut dire, de l'ancien palais Bossan. Le niveau du rez-de-chaussée, donc le niveau principal, celui du jardin, est le même niveau aussi que l'ancien niveau du palais. La hauteur totale est la même que l'ancien palais. Les 3 coupoles sont aussi récupérées comme des moments charnières dans le geste longiligne. Donc, les anciennes 3 coupoles sont récupérées. Donc,
la conception du nouveau palais est intimement inspirée de l'ancien, mais compte tenu qu'aujourd'hui, de reproduire un palais de style un peu plus beaux-arts dans les techniques d'aujourd'hui, avec les nouveaux programmes d'aujourd'hui, avec les nouvelles exigences énergétiques, techniques, constructives, s'avérait une proposition risquée à notre égard. Et de proposer un nouveau palais qui s'inspirait de l'ancien, qui tirait ses lignes de force de l'ancien, était peut-être le parti le plus prudent. Le dernier élément que j'affirmerais, c'est que le tracé, on trouvait que le geste le plus respectueux, le plus digne pour honorer la mémoire de l'ancien palais, c'est de s'inscrire en retrait de l'ancien tracé et d'immortaliser le tracé dans le nouveau bassin. Parfait. Je crois qu'on va mettre fin à cette première présentation. Très vite. Le temps nous fait la guerre. Ce n'est pas une question, c'est une curiosité. J'appréciais beaucoup la bravure de le projet, parce que c'est un projet qui entre à Port-au-Prince avec une bravure brutale. Mais j'aimerais comprendre un peu, pendant votre procès de production mentale de le projet, comment vous avez décidé cette... parce qu'ici, il y a une dialectique très forte parmi un projet un design architectonique contemporain et une ville qui a un esprit, Port-au-Prince est une ville avec un très fort esprit. Alors, comme vous avez pensé, je vous imagine pensant, c'est ça très contemporain pour Port-au-Prince, il va être cette dialectique, il sera possible ou il sera trop brutal? Quand vous avez pensé cette question de la dialectique parmi... Je vous dirais que ça a suscité beaucoup de débats animés parmi notre équipe. Mais je vous dirais que l'approche urbaine a été un élément fondateur de la réflexion, a guidé le reste. Gaylord Esper, qui n'est pas ici, a proposé cette approche qui était de s'inscrire en face de la baie, finalement, dans l'axe de la rue du Champ-de-Mars. Et puis ça a été un déclic de positionner le palais dans cet endroit-là, en retrait de l'ancien tracé. Ça a orienté la forme. Une fois qu'on avait une forme qui était rectiligne, longiligne, assez simple, avec des proportions, ça a été de dire comment est-ce qu'on peut créer les liens? Comment est-ce qu'on peut créer les liens avec l'ancien palais, avec le secteur, avec la matérialité, avec le fer forgé, les torsades. Donc vraiment aller chercher les référents culturels de la trame, des textures, la couleur de Port-au-Prince, mais dans une forme contemporaine. D'aller chercher cet équilibre entre quelque chose de nouveau, mais quelque chose que quand on le regarde plus attentivement, on constate tous les liens avec l'ancien palais, avec Port-au-Prince. Donc c'est une œuvre qu'on pense qui se découvre. C'est une œuvre qui se découvre avec le temps, qui s'apprivoise. Quand on regarde aussi la richesse de la symbolique, si on avait plus de temps, les 9 escaliers qui descendent vers le mur, les 7 cercles de la composition des jardins. Donc, il y a une symbolique dans chaque geste qui gagne à être découverte. D'accord, on remercie justement. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Alors, je vous disais que les groupements, ils étaient dans une salle attenante. Et le deuxième groupe qui fera la présentation de son projet, celui de Voltaire Léon. Et dans le cadre du projet de reconstruction du palais, des professionnels se sont mis ensemble pour constituer le groupe Voltaire Léon, Archivolt, ESC, AECOM, Architecture, Lincoln Key City, Consentini, Our Lightning Designer et Éclat PLLC. Nous appelons donc l'architecte Leslie Voltaire, qui est le directeur de ce projet. Donc il va pouvoir s'expliquer devant le jury pour essayer de remporter ce concours d'architecture historique, parce que c'est, je rappelle que c'est le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, qui va dévoiler le nom de la firme gagnante lors de cette cérémonie le 12 janvier, donc dimanche, au Palais National. Donc, l'ingénieur Leslie Voltaire va faire la présentation de son projet. Mesdames et messieurs, distingués invités, distingués membres du jury, nous avons remarqué que depuis l'époque coloniale, tous les autres palais ont été construits et conçus par des Haïtiens. Donc notre groupe est un groupe haïtien, haïtien en Haïti, haïtien de la diaspora. Et
nous avons conçu un palais pour le peuple. Je vais vous présenter l'architecte en chef, Rodney Léon. L'architecte Belle Verveille, Isabelle. L'ingénieur en structure Robert Otani, l'architecte Lionel Boy Allen, l'architecte Henri-Robert Jolibois. Et nous avons conçu un bâtiment moderne, mais qui rappelle la structure du Palais national, d'autant plus les trois dômes qui ont dominé pendant un siècle le paysage du Champ de Mars et le paysage de Port-au-Prince. Notre concept se base sur l'alignement du palais sur la rue du Champ de Mars, qui va être l'avenue principale de la cité administrative. Et on a reculé donc ce palais pour donner un point visuel au dôme principal qui se dirige vers cette avenue. Et en faisant ça, nous avons récupéré l'empreinte des fondations de l'ancien palais qui s'est effondré pour servir de miroir. Donc, notre idée, c'est que le père, il est mort, mais l'enfant vit à travers le père et se reflète dans ce miroir le soir quand le palais est illuminé. Et ce miroir va nous servir de mémorial pour le 12 janvier, où les familles qui ont perdu leurs proches viendront se recueillir autour de ce bassin d'eau en apportant des fleurs, des bougies, etc. Et on pourra créer un événement exceptionnel chaque 12 janvier. Nous avons aussi recentré le palais pour des raisons de sécurité et créé une grande cour intérieure là où il n'existait que 2 petites cours. Donc cette cour va nous servir aussi de circulation périphérique qui donne accès à toutes les pièces de ce nouveau local. Le bâtiment est divisé en 4 ailes. Une aile cérémoniale qui donne face à la place du Marron inconnu. À l'est, la résidence du président et les bureaux exécutifs du président qui donnent face au Champ de Mars et à la statue de Dessalines et au Mupana. L'aile est qui donne à la cité administrative, ouest qui donne à la cité administrative, et l'aile sud qui est l'aile des rencontres et des conférences où se trouvent le salon bleu, le salon rouge et le salon Catherine Flon bleu et rouge. Et au sud, nous avons reculé les casernes, et entre les casernes et notre palais, nous avons une grande pelouse, et en dessous, on a un parking qui nous fait à peu près 290 places de stationnement. En dessous de l'aile présidentielle, on a un parking pour les cortèges du président, et en dessous de l'aile sud où se trouvent les grands salons, on a l'auditorium. Là, nous voyons le bassin, le plan d'eau mémorial où se reflète le palais le soir, et là où on va faire des cérémonies, et aussi l'entrée majestueuse en dessous, presque au centre, où on a la grande inscription « L'union fait la force », et c'est une salle de pas perdu, d'attente, d'accueil, pour aller visiter le palais ou aller rencontrer les membres de la présidence. À droite, on a les 4 façades. La façade nord qui donne sur la place du Marron inconnu, la façade ouest qui donne sur l'avenue du Champ de Mars, la façade sud qui donne sur les casernes, et la façade est qui donne sur la place des héros de l'indépendance, surtout Dessalines et le Mupana.
Et on a aussi la 5e façade qui est sur la toiture. On a un jardin sur la toiture où le couple présidentiel peut recevoir ses amis ou les sénateurs, les parlementaires. Donc on a un jardin sur le toit et on peut le voir depuis le mont de l'hôpital ou depuis les collines de Bolos ou de Carrefourfeuille. Next. Ici, on voit la grande division en 4 et la cour à l'intérieur. Les espaces en mauve sont les espaces de l'exécutif présidentiel. Les espaces en rose au sud, ce sont les espaces de rencontre. Les espaces en fuchsia, ce sont les espaces administratifs. Et l'espace en face du palais où se trouve le dôme principal. Si on va dans les sections, dans la section transversale, on voit à l'est le dôme qui fait face à la rue de Champ-de-Mars et qui surplombe les bureaux administratifs. Au centre, on a le jardin qui est surmonté dans l'espace cérémonial par le dôme principal. Et à droite, on a le théâtre et les espaces de réception. Dans la coupe à droite, on rentre par l'espace cérémonial qui est un espace d'accueil, ce qui donne directement sur le jardin au milieu. Et au milieu, on voit le dôme de la résidence présidentielle et des bureaux du président. Et à droite, on a le grand salon Catherine Flon et en dessous, l'auditorium de 500 personnes. Là, ce sont des diapositives qui expliquent le concept de durabilité. Surtout, c'est un palais qui est très ventilé. Et on a un rafraîchissement de l'air qui passe sur le bassin, où l'air froid rentre par en bas et pousse l'air chaud qui sort par les oculis des dômes. On a aussi des panneaux photovoltaïques qui vont être sur tous les passages, sur tous les toits. On a l'eau de pluie qui tombe sur les toits et qui va directement remplir le bassin et aller aux citernes souterraines. Et c'est un bâtiment qui va être un bâtiment qui consomme de l'énergie solaire, de l'énergie géothermique. Et aussi, on va avoir des groupes électrogènes en backup et être sur le réseau de EDH. Et en haut, à droite, en haut, on voit la structure du bâtiment avec, dans les escaliers et les toilettes, on a fait des noyaux qui sont des ancres avec des voiles de béton. Et on a aussi en ligne bleue des voiles de béton qui rigidisent la structure, avec aussi en rouge des joints de construction qui séparent le bâtiment en 2 ou 4. Et on a adopté les codes sismiques les plus avancés du Chili et du Mexique. Donc, c'est un bâtiment qu'on a voulu qu'il soit très sécuritaire, un bâtiment qui soit très fonctionnel et un bâtiment qui soit magnifique. Merci beaucoup. Donc, M. Voltaire va répondre aux questions des membres du jury. Je rappelle encore une fois que vous avez 10 minutes pour poser les questions, mais j'aimerais vraiment que les réponses soient concises, soient limpides, vraiment claires, pour qu'on puisse avancer avec cette cérémonie. Codina. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que vous avez expliqué très bien la relation avec l'autour, le Port-au-Prince,
et vous avez expliqué très bien la fonctionnalité, le scan de la fonctionnalité. Je voudrais écouter quelques paroles sur le langage architectonique et la relation parmi le langage architectonique et peut-être des matériaux modernes ou des matériaux plus efficaces pour l'efficience technologique. The materials that we're using are monumental materials on the exterior to remind us that this is a national palace. So we're using monumental permanent materials like marble panels, but underneath the structure would be a very stable structure of reinforced concrete, and the infrastructure would be modern 21st century materials. Donc ce sont des matériaux qu'on utilise pour les monuments. Donc on utilise du marbre, mais on utilise du béton armé aussi. Et on travaille aussi sur la sensation de confort à l'intérieur pour éliminer le plus possible les zones de climatisation pour avoir une ventilation mécanique, parce qu'on sait que ça coûte très cher. Et je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. D'autres questions? Merci pour cette présentation. Je voudrais poser une question par rapport à la valeur patrimoniale. Le palais ressemble beaucoup à l'ancien palais, et je voudrais savoir c'est quoi votre stratégie pour revisiter l'espace par rapport à la modernité et l'ancrage patrimonial. Nous pensons que si Georges Bossan concevait un palais au XXIe siècle, il n'aurait pas fait un palais néoclassique. Mais comme on sait qu'on n'a pas beaucoup de bâtiments qui sont des landmarks, on a voulu garder l'image de l'ancien palais tout en étant très moderne. Et à l'intérieur et dans les fonctions, parce que ce palais ne fonctionnait plus pour la réalité politique et la réalité administrative qu'on est en train de vivre. Donc, on a essayé de faire le plus simple possible, mais d'une manière très élégante. Osme? And I would like to also add, and Leslie can translate, thank you, that this is a historic and a public space. So we have a balance, we strike a balance between this being a place where the public can come and learn about the history of Haiti and introduce into the sequence of spaces. The Salle de Buste has become the courtyard with the busts of the founders, so we've expanded that function. We've increased in the Salle Jaune and Salle into a Salle Rouge et Bleu, and we've changed that to honor Catherine Flon as a founder, to also introduce the importance that women played in the history of Haiti. And we've also introduced the memorial as an aspect of a kind of modern historic. So this is essentially a building that not only reflects the administration of the country, but reflects the history of the country, the soul of the country. And it is all integrated. And because we call it the Palace of the People, we're referring to it as a place that is less austere and less rigid in its classical nature, but more open, more accessible for the public, and for people to be able to interact and to learn about the history of Haiti and to bring people together. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est dans le jardin, on a mis les pères fondateurs de la patrie, pas à cheval mais à pied, et aussi on a changé le sens de la salle des bustes. Maintenant, on a fait la galerie des bustes, la galerie qui est sur 3 niveaux et qui peut avoir les bustes non seulement de tous les présidents, mais avec des inscriptions sur la période de ces présidences et aussi avec des fragments du palais détruit. On a fait une évocation de tous les canons esthétiques et spirituels haïtiens. Donc il y a des parties qui, par exemple, la base évoque l'Afrique et l'Égypte. Ensuite, il y a la majorité des séparateurs, ce sont des séparateurs en métal déployé, où on a l'occasion de fêter le peuple dans le détail. Ensuite, les Haïtiens adorent la symétrie, donc on a joué aussi avec des évocations sur la Renaissance française et aussi la Révolution, où tous ces éléments-là, on les a réarrangés. Maintenant, au niveau des palettes de couleurs,
on a énormément insisté sur les espaces verts. Donc c'est un énorme jardin paradisiaque et à l'intérieur c'est un pot à fleurs. Et il y a aussi la transparence qui fait jouer aussi les relations historiques et les relations esthétiques. Mais en fait, et par exemple, la partie présidentielle, c'est une évocation du 19e siècle haïtien, avec des poteaux beaucoup plus minces, avec un entablement qui est un peu plus léger, mais qui répète des motifs que les Haïtiens, finalement, possèdent beaucoup mieux que tout le monde au monde. Donc, ce palais, c'est aussi le palais du peuple. On a fait une évocation totale en mélangeant tous les canevas. Et c'est ce que vous avez à travers ça. Et la chose qu'on voulait faire aussi, c'est que lorsqu'on le regarde, il ressemble au père. C'est lorsqu'on regarde les détails qu'on voit que, ah non, il est contemporain, non, il est postmoderne, ah non, mais j'ai vu le peuple haïtien là, les artistes haïtiens sont là. On a toute cette chaleur, on a voulu mettre dans ce projet. Il nous reste 4 minutes. Osmé. Merci. Mon micro marche. Une question, c'est un site qui se contient en lui-même. Et on pourrait mettre ce site un peu n'importe où à Port-au-Prince. Donc, comment ce site s'intègre vraiment avec le reste de la ville? Très concis, hein, très concis et très précis. D'accord. Dans la réponse. Ce site, d'abord, est un site mémorial parce que l'image du palais détruit a été une image internationale. Donc, c'est un mémorial qui s'intègre à la ville. Les gens qui ont leurs proches qui vont à Titanien pour aller là-bas viendront ici et iront aussi à Titanien. On a aligné le palais sur l'avenue du Champ de Mars, donc ça s'intègre très bien avec la cité administrative puisque le palais c'est le centre de commandement du pays, tous les ministères vont être là. Et puis, le palais donnait son flanc au Champ de Mars. Maintenant, le palais a 4 façades. Donc, il y a 4 façades pour la ville. Et quoi encore? Et aussi, que quand le palais était à côté, à cause des 6 niveaux du ministère des Finances, le palais se verrait très diminué à cause de ces 3 niveaux au-dessus du sol. Donc c'est un lieu qui va être un projet phare, surtout en ce qui a trait à la durabilité, et qui servira aussi de refuge pour les décideurs, tous les décideurs de l'État, quand il y aura une nouvelle catastrophe, qu'on n'espère pas. Parfait. Donc, on remercie Archibald pour sa présentation. Merci beaucoup. Et je vais demander maintenant d'introduire le groupe SECOM Consultant. Merci beaucoup et d'être là et d'avoir suivi notre présentation et qui est le Palais du Peuple. Merci. Alors, le troisième groupe qui va présenter son projet est SECOM Consultant, SA, les firmes GB Design et Ingenius, respectivement haïtiennes et espagnoles. Ces firmes se sont regroupées pour participer à cette grande compétition relative à la construction du Palais national, très cher à la nation haïtienne. Nous avons donc le plaisir d'accueillir le directeur du projet, M. Axon Abelard. Mais juste avant, on fait une photo avec le groupe Archibald. Je rappelle qu'il y avait 8 finalistes, après on a eu 4. Et maintenant, les 4 qui sont là, le jury va délibérer et va communiquer le nom au président de la République, qui aura la primeur d'annoncer ça à la nation le 12 janvier prochain. Donc l'ingénieur Axon Abelard qui va défendre son projet devant les membres du jury. On passe bien sûr la vidéo pour accompagner cette présentation. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les membres du groupe de travail pour la reconstruction du Palais national,
chers spectateurs et téléspectateurs. Nous avons créé une équipe formée de 5 sociétés et de 2 experts indépendants. Les 2 experts indépendants sont Monsieur Jean-Richard Edipierre, qui est un architecte haïtien bien connu, et il y a Monsieur Didier Deris, qui est un spécialiste des études des calculs parasismiques et qui a formé plusieurs ingénieurs haïtiens dans le calcul parasismique. Nous avons Monsieur Jacques Dubois et Philippe Hamler, ici présents, qui sont les cofondateurs de la société Hamler-Dubois, qui est un acteur européen important dans l'architecture. Et ils vont assurer la maîtrise du développement du projet de reconstruction du Palais national. Je suis moi-même Accent Abélard, président fondateur de Secom Consultant, qui travaille depuis 32 ans dans l'étude de bâtiments et des projets d'infrastructure de développement. Je vous remercie. Il y a aussi Adré et Kélif qui ne sont pas là aujourd'hui. Adré assure les études hydrauliques et électriques. Il y a Kélif qui assure la maquette numérique du projet. Et il y a Bieb qui est chargé des études de structure sous le contrôle de M. Didier Deris. Merci. Alors, je passe la parole à M. Jacques. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous proposons donc, pour commencer, une petite balade un peu plus poétique et ludique préalablement aux explications plus architecturales, scientifiques et fonctionnelles qui vont être présentées là. Je crois qu'on peut lancer le film. Non, c'est bon. Donc, promenade poétique qui vous montre la démarche que nous avons voulu instituer sur la conception de ce projet. Ce projet, nous l'avons conçu comme un trait d'union entre l'histoire et l'avenir, un lien entre la tradition et la modernité. Enfin, c'est un projet qui évidemment va participer de la résilience nécessaire suite au traumatisme du séisme de 2010, d'une manière hautement symbolique. Ce projet, nous l'avons voulu donc un lien entre le passé et l'avenir. Pour cela, il nous a semblé essentiel pour un bâtiment qui va poser le lieu du pouvoir démocratique haïtien. Il nous a semblé essentiel de retrouver, du moins dans son aile la plus emblématique et la plus institutionnelle, le projet initial du Palais national. Cette aile donc va être totalement reproduite et va être complétée par des ailes plus modernes dans cette articulation et ce développement que nous avons voulu d'une relation entre modernité et histoire, entre la technologie nécessaire pour un État moderne et la nécessaire compréhension historique de ce projet ô combien emblématique. Enfin, c'est un projet qui nous semble essentiellement, si on veut en faire une réussite exemplaire, c'est un projet qui doit être absolument approprié par les Haïtiens. C'est pas seulement un projet de bâtiment gouvernemental, c'est aussi un projet qui doit poser une démocratie républicaine, qui doit en assumer le rôle symbolique. Et c'est un projet évidemment important dans la reconstruction générale de l'État haïtien. On voit ici un certain nombre de choses sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure d'une manière plus précisément fonctionnelle. L'appropriation, en tout cas, ça nous a donné l'idée de faire participer artistes et artisans haïtiens dont le savoir-faire ô combien est important et qui permettra d'enrichir notre démarche d'architecte, qu'on ne soit pas perçu comme des architectes qui arrivent un peu de nulle part, quel que soit notre attachement à la nation haïtienne, mais qui permettent d'enrichir cette conception par l'apport des artistes et des artisans. On sait un certain nombre de choses, hein, d'acier découpé, de fer forgé, un certain nombre de spécialités qui sont omniprésentes et qui seront intégrées au fur et à mesure du développement du projet. Voilà, on va passer maintenant à la présentation plus fonctionnelle et plus générale du projet. Je vais laisser la parole à Philippe Hamler. Bonjour.
Je vais vous présenter ce projet. Donc vous avez compris à travers le petit film que vous venez de voir qu'on avait été sensible à ce contraste et cette complémentarité extrêmement importante entre la mémoire d'un projet patrimonial important et la volonté de s'intégrer dans l'avenir de la nation haïtienne. Donc on a associé les deux parties, la partie historique et la partie contemporaine, dans un seul ensemble, en pouvant jouer sur le jeu du vocabulaire qui reprennent les essentiels du projet conçu par Georges Bossan en 1913. Vous avez ici, dans cette première image, la démarche. Alors, cette démarche, je me permets de bouger un petit peu parce qu'il y a des schémas qui sont importants à expliquer. Vous avez dans cette démarche la manière dont on a travaillé. D'abord, une composition qui reprenait les grands axes du projet d'origine, avec la liaison entre le Champ de Mars et le Mupana par un bassin et le portail historique. Ensuite, un travail sur le jardin de mémoire qui est remis en valeur et qui intègre des éléments patrimoniaux. Les axialités conservées, la volonté de proposer les services logistiques et fonctionnels dans la ceinture de l'ensemble de manière à reprendre un petit peu l'esprit des casernes des Salines telles qu'elles étaient à l'origine et d'organiser à partir de la rue de Mani les deux accès pour pouvoir distribuer en partie basse l'ensemble des stationnements nécessaires aux employés et aux visiteurs et permettre de libérer tout ce jardin et toute cette partie autour du bâtiment historique étendu et adapté aux enjeux d'aujourd'hui. Alors, 3 accès. Un accès protocolaire qui est évidemment remis en valeur, qui est l'accès historique de prestige. Un accès pour le président et sa famille, qui est à l'est et donc à l'écart de l'axe principal du Champ de Mars. Et évidemment, sur la rue de Mani au sud, l'ensemble des services qui vont permettre de contrôler l'arrivée des visiteurs quand ils viennent se rendre au palais présidentiel. Donc il s'agissait pour nous de suivre une démarche de composition urbaine qui soit extrêmement logique par rapport à l'histoire du bâtiment, mais aussi dans la composition du projet même, de reprendre cette association entre, comme l'a dit Jacques Dubois, entre l'histoire et la modernité, avec sur le petit schéma en haut à gauche, l'aile historique est conservée, c'est l'aile principale, c'est l'aile la plus importante, elle est restituée, comme vous l'avez vu dans les images qu'on vous a présentées, strictement dans son essence d'origine, ainsi que les vestibules, ainsi que tous les escaliers d'apparat. Nous avons ensuite les 3 ailes. Ces 3 ailes, évidemment, elles étaient à l'origine relativement inadaptées à ce qu'est un projet aujourd'hui de cette dimension. C'est donc pour ça que nous avons choisi de les modifier et de leur donner une vision très contemporaine pour l'adapter aux enjeux fonctionnels, aux enjeux de modularité, de flexibilité, de variété des organisations nécessaires à un projet contemporain. La 3e vue en bleu, la galerie transversale. La galerie transversale, c'est l'élément, la galerie des pas perdus, le lieu de l'échange, le lieu où il va se passer plein de choses. Vous l'avez vu dans le film un petit moment, elle s'ouvre sur les patios. C'est le lieu où on passe de l'aile historique à la partie moderne, et c'est le lieu où on va avoir des passerelles, des liaisons qui vont être jetées dans le projet. De la même manière, on retrouve en orange ici, sur le 4e dessin, l'ensemble des liaisons circulaires qui reprennent des galeries périphériques sur le principe là aussi du palais d'origine, mais qui évidemment vont distribuer ou entourer des salons, des salles de prestige ou des ensembles de bureaux. On retrouve dans le dessin suivant la coupe qui montre avec cette faille bleue le rapport entre la partie historique et la partie contemporaine. Et on a ici, dans ce 6e dessin, la volonté de travail par strates, c'est-à-dire l'étage inférieur, le soubassement, c'est les services d'accompagnement. L'étage en orange, qui est dans la continuité de l'escalier historique et de son vestibule, c'est l'étage de prestige, c'est l'étage des salons, c'est l'étage des réceptions. Et nous avons dans l'attique, les 2 étages supérieurs, tout ce qui va être associé à la fonction présidentielle et aux fonctions régaliennes
des ministres et du président. Enfin, vous avez sur la dernière partie, mais j'en parlerai un peu plus tard avec notre ami Didier Séris, tout le travail antisismique qui a été étudié et mis en œuvre. Donc vous avez ici les intentions majeures qui ont été mises et qu'on retrouve dans cette façade historique, restituée dans son intégralité. Une façade latérale avec la partie historique, la partie contemporaine, avec son ordre néoclassique, le soubassement, l'étage de prestige, l'étage d'attique en double hauteur, ce qui nous permet d'augmenter les surfaces disponibles dans un élément relativement compact et extrêmement sécurisé. Voilà. Donc la vue aérienne vous permet de comprendre, comme a été le film, la manière dont nous avons travaillé. Je vous remercie de changer d'image. Voilà. Vous avez ici le plan aérien, la vue aérienne en plus grand, avec ce travail de continuité entre le Champ de Mars, la cité administrative et les jardins du Mupana. Vous avez ici la partie logistique et fonctionnelle. Vous avez l'ensemble des patios et des galeries qui servent à relier les différentes ailes. Ces différentes ailes que vous voyez ici sont traitées aussi sous forme de portiques d'accès. Il y a la volonté, on le verra avec le programme, d'avoir une réponse qui soit aussi extrêmement fonctionnelle, c'est-à-dire que dans ce traitement relativement compact, il y a la volonté d'avoir une sécurité maximale et aussi une organisation extrêmement fluide, puisque l'auditorium et l'amphithéâtre prolongent l'accès au sud, que les salles de réception prolongent l'accès au nord, et que la partie en hauteur est réservée aux travaux du président et ses appartements. Voilà des vues en dessous. Vous avez en bas la vue depuis les jardins, depuis le bassin dans lequel nous avons intégré les éléments historiques préservés. Alors, la fonctionnalité, c'est évidemment, ça nécessiterait de connaître exactement le programme, ce qui est peut-être un peu pour tout le monde compliqué. On laissera le jury analyser la pertinence de nos choix. Mais vous avez dans cette vision du rez-de-chaussée déjà un ensemble d'intentions extrêmement précises qui ont été mises en place, puisque l'entrée principale se fait par ce bâtiment d'accueil sous contrôle, avec les casernes placées aux deux angles dans une situation qui fait référence à l'histoire, bien évidemment, et tout un ensemble d'éléments fonctionnels avec ce bâtiment d'accueil qui va, par des sas sécurisés, filtrer l'entrée des visiteurs, des employés. On a placé la cafétéria face au jardin et les salons d'accueil aussi dans une position face au jardin. De l'autre côté, le palais du président, avec, on l'a vu tout à l'heure, son accès par le sous-sol, puisqu'il y a un parking qui permet la desserte des véhicules abrités, contrôlés et sécurisés. Au centre, dans l'aile principale, qui était évidemment la même qu'à l'époque de Georges Bossan, nous avons placé l'auditorium au rez-de-chaussée qui va s'enfoncer au sous-sol et qui va être perçu comme un amphithéâtre, et tout un ensemble de locaux logistiques qui participent de la vie de ce palais national, avec tous les services associés, évidemment, et nécessaires à son fonctionnement. Vous avez dans cette vue axonométrique l'ensemble des niveaux, le sous-sol, le rez-de-chaussée dont je viens de parler, le premier étage dont on verra qu'il est l'étage de réception, et les deux étages supérieurs qui sont consacrés aux fonctions présidentielles et ministérielles. Alors, vous avez effectivement ici l'ensemble des plans de niveau avec le parking qui vient du sud de la rue de Manille avec les dignitaires, le parking qui vient de l'est avec le président, et sa famille, ces deux parties sont étanches, et en milieu, la fonction d'amphithéâtre qui descend et qui bénéficie du rez-de-chaussée pour son éclairage naturel, de la même manière que les patios vont éclairer naturellement le parking. Le premier étage, donc on voit bien
la galerie, cette galerie qui fait le lien entre la partie historique restituée soigneusement et la partie contemporaine, cette galerie, elle a des passerelles, elle a des escaliers, ici passe plein de choses, et elle va distribuer, répartir la salle des bustes avec toutes les fonctions qui lui sont associées, une scène, un office, le salon rouge et jaune et les activités de jour de la résidence du président. En partie haute, les bureaux du protocole et aussi le centre de communication et d'interprétation qui est la mémoire, le musée associé à l'histoire du palais, l'histoire de la nation haïtienne. Dans les 2 étages supérieurs, vous avez enfin, comme je l'ai dit, les fonctions présidentielles qui sont toutes ici avec la salle du Conseil des ministres et sa terrasse en partie centrale. Et vous avez les appartements sur la droite, côté est, en lien avec l'accès et le parking, puisque nous avons soigneusement hiérarchisé les ascenseurs, les flux, les escaliers pour que tout ça soit absolument sécurisé. Et puis un petit détail sur la manière dont on a interprété la vision contemporaine de cette façade. Comme je l'ai dit, en reprenant l'ordre néoclassique, c'est-à-dire un soubassement épais, un niveau de réception et 2 niveaux d'attique. Cette organisation hiérarchisée a l'avantage, par un travail sur l'épaisseur de la façade, avec l'intégration de ces brises-soleil orientables, de son orientation principalement est-ouest, d'être une protection solaire, de filtrer la lumière, de pouvoir voir sans être vu avec tous les jalousies que nous allons mettre en place, et un travail sur cette épaisseur et ce rythme de manière à pouvoir adapter les bureaux qui seront derrière, les salles qui seront derrière, à tout ce qui est flexibilité et modularité. Voilà. Et je passe la parole maintenant à Didier pour une dernière explication autour de la manière dont nous avons abordé les problèmes techniques, parasismiques, anticycloniques et environnementaux. Merci beaucoup. Donc, nous avons travaillé particulièrement sur tous les aspects techniques. Donc, on fera en sorte que ce soit un bâtiment moderne, qui soit conforme à la réglementation sécurité incendie, à l'accessibilité handicapée, à la solidité, mais aussi à tout ce qui est lié au paracyclonique et au parasismique. Concernant le parasismique, nous avons mis en place un système extrêmement nouveau et novateur, qui est la mise en place de ce qu'on appelle des isolateurs. Nous allons isoler le bâtiment par rapport au sol de façon à ce que les efforts sismiques soient limités à peu près de 90% dans le bâtiment, et ce qui permettra au bâtiment de rester totalement fonctionnel pendant et après le tremblement de terre. Il faut savoir qu'en Martinique, puisque moi je viens de la Martinique, nous avons mis ce genre d'isolateurs sur des hôpitaux, et les médecins sont capables de continuer à opérer pendant le tremblement de terre, grâce à ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc le bâtiment sera également paracyclonique, et puis nous avons mis en place tout un système permettant à la fois l'autonomie énergétique. Donc on va mettre des panneaux photovoltaïques qui permettront au bâtiment de rester opérationnel pendant et après le tremblement de terre. Nous avons également une autonomie en eau. Nous allons récupérer les eaux de pluie pour pouvoir utiliser les toilettes et également le lavage éventuellement et l'arrosage extérieur. Et puis le bâtiment, nous avons travaillé sur la thermique de façon à ce qu'on ait une ventilation traversante si jamais il y a un problème de climatisation. Nous allons avoir des systèmes de climatisation double flux de façon à limiter justement les problèmes d'énergie. Et nous avons également travaillé sur l'acoustique pour qu'on puisse avoir une bonne acoustique dans le bâtiment. Enfin, nous avons travaillé sur les problèmes de sûreté et de sécurité de façon à ce que les gens ne puissent pas, que les flux soient contrôlés, de façon que le public ne puisse pas avoir accès aux zones
qui soit réservé aux personnalités, etc. Enfin, nous avons mis en place un système de formation pour permettre aux gens qui vont utiliser tous ces éléments qui seront assez sophistiqués pour pouvoir bien les maîtriser. Je vous remercie. Maintenant, on vous a présenté le projet, donc j'espère, on est prêt à répondre maintenant à vos questions et à écouter les remarques que vous pourriez nous faire. Voilà. Parfait. Sans transition, nous allons passer à la période de questions-réponses, mais je vais vous demander d'être très précis et concis dans vos réponses aux questions du jury. Qui se lance? Vous êtes resté extrêmement fidèle au palais que nous connaissons. Est-ce que vous pouvez essayer de m'indiquer qu'est-ce que vous vous offrez d'autre, à part le plan que nous connaissons? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors, je pense que ce qui nous intéressait, comme je l'ai dit, c'était le rapport entre l'histoire et le caractère contemporain, et en particulier, on voit sur la dernière planche, s'il vous plaît, la galerie des pas perdus, cette galerie transversale qui permet d'avoir accès, d'être situé entre les patios, les jardins, la partie historique, la partie contemporaine. Donc il y a une volonté à la fois de sobriété et d'élégance qui nous paraît déjà quelque chose d'extrêmement important, à la fois de restituer la partie historique dans son intégralité, mais évidemment de l'associer au fonctionnement de ce qu'est aujourd'hui un palais présidentiel. Et vous avez dans l'image qui est en bas à droite la qualité spatiale qui est associée ensuite à la salle des bus, la salle du Conseil des ministres qui est en double hauteur et qui se prolonge par sa terrasse, et tout un travail sur le rythme et qui nous permet, à travers les ordres d'architecture qui est mis en place et de ce vocabulaire, de jouer sur ce rapport extrêmement fin entre une volonté de restitution historique, une sobriété, une élégance. La reconstitution historique est partielle, hein, comme je l'avais dit. Nous nous sommes attelés à la reconstitution de l'aile qui nous paraissait la plus essentielle, celle que connaît tout le monde, celle que connaît le monde, reconnaît le monde, qui est l'aile nord du palais initial. L'ensemble composé au sud est un ensemble que nous avons souhaité moderne dans son écriture architecturale. C'est un jeu de contraste et de complémentarité en fait entre cette nécessité pour nous d'ancrer le nouveau palais national dans son histoire, mais de le projeter également vers l'avenir. C'est je dirais, pour résumer, c'est un projet que nous voulons optimiste. C'est-à-dire l'histoire haïtienne était évidemment présente, le peuple haïtien doit en être fier, en est fier, elle est présente sur le projet que nous proposons aujourd'hui, et en même temps on se projette vers l'avenir. C'est le futur maintenant qui doit s'installer, qui doit se structurer. Donc si nous avons souhaité respecter le dessin initial, en tout cas son implantation et le sens qu'on avait donné au palais initial, si nous avons voulu le respecter, au-delà de ça, nous projetons une écriture évidemment au sud totalement différente, avec la mise en place d'éléments structurants et d'éléments de porosité et de fluidité qui sont pour nous essentiels à la qualité de vie. C'est aussi un projet dont nous voulons qu'il rende les gens heureux. Les gens qui y travaillent, les gens qui gouvernent, les gens qui vont le visiter au hasard des manifestations diverses qui auront lieu dans cet endroit. C'est un projet optimiste et c'est un projet qui doit donner du plaisir également. Il n'est pas seulement symbolique du pouvoir démocratique haïtien, c'est un projet ludique, c'est un projet qui doit poser un plaisir de fonctionnement. Et un fonctionnement totalement incontournable. On connaît les nécessités de sécurité, d'accessibilité, de contrôle d'accès en fonction des strates de sécurité qui sont imposées par la fonctionnalité. Je ne sais pas si on a répondu à votre... Merci pour cette présentation. Au début de votre présentation, vous avez parlé de la participation des artisans
Et vous avez parlé aussi de matériaux de métal découpé. Oui. Votre projet fait bien l'articulation entre l'ancien et le nouveau. Et je voudrais savoir exactement votre stratégie par rapport au public et par rapport à la ville. Comment vous envisagez l'interprétation et aussi l'accès à la modernité et comment vous l'ancrez? Alors, effectivement, je suis passé un petit peu vite sur ce principe d'appropriation qui nous semble important. Nous, on a eu la chance de travailler déjà avec un artiste haïtien il y a quelques années, de nombreuses années, Hervé Télémac, qui est un artiste reconnu et qui a beaucoup travaillé en Europe. On a eu la chance de faire un de nos premiers projets avec lui. Donc il nous paraît extrêmement intéressant, après toutes ces années, de rebondir sur ce que nous avions vécu avec lui et de faire participer la population. L'appropriation de la population de ce nouveau palais national, pour nous, est essentielle. C'est pas seulement un lieu emblématique d'un pouvoir, c'est aussi un lieu nécessaire à la stabilité du corps social haïtien, comme à la stabilité de tout corps social dans tous les pays du monde. Donc ça nous paraît important de développer le projet au fur et à mesure de son développement, avec l'aide d'un certain nombre d'artistes, d'artisans, de gens qui participeront dans le détail à la mise au point du projet. Pour ça, on a évidemment dans nos partenaires, nous avons Jean-Richard Elipierre, qui architecte à Haïti, qui a déjà un certain nombre de pistes sur lesquelles nous avons... Je te laisse la parole. Merci. Au niveau de l'intégration des éléments d'artisanat et de production locale, et il faut tenir compte de la grande diversité et du savoir-faire des artistes en général. Ceci remonte à bien longtemps et dans le projet du palais, qui est en quelque sorte un axe d'articulation entre ce qu'a été le travail d'avant le tremblement de terre, ce qu'a été le produit en tant que patrimoine architectural, élément de mémoire consacré par le savoir en général, consacré par le profane en général, les éléments locaux, l'artisanat en général, la peinture, l'art en général en Haïti doit être intégré de manière tout à fait rationnelle. Et on compte pratiquement sur une collaboration étroite de toute cette production locale pour pouvoir rehausser et arriver à l'intégration entre la tradition et la modernité, tant au niveau des éléments d'éclairage qu'au niveau des accompagnements, des décorations en général, des divers espaces, suivant leur nature, suivant leur positionnement spatial et suivant l'impact qu'ils doivent avoir dans la perception des visiteurs, des occupants et la fonctionnalité en général. Donc, c'est un bon projet qui nous a été donné par une occurrence, je dirais, tragique, mais cette occurrence nous permet de l'utiliser à bon escient et de faire valoir la création, de faire valoir la production et de faire valoir l'avancement par le symbole et la mémoire qui constituent le palais national en général. Parfait. Merci. Parfait. Le temps qui vous était parti est écoulé. Donc on remercie le groupe SECOM Consultant pour sa présentation. Tu leur accordes 2 minutes? Non, il reste effectivement 2 minutes. Tu leur accordes 2 minutes pour une dernière question. Il reste 1 minute pour moi. Demi-minute pour moi? 2 minutes. Maximum. Demi. Vous avez parlé beaucoup de la relation parmi la préservation de l'antique, c'est le bras que vous répétez, et arrière la modernité. Mais ça, c'est comme en termes de concept. En termes de notre moitié, quand nous travaillons, je pense que ça, c'est la dialectique parmi la rigidesse et la flexibilité arrière. Alors, rigidité. Flexibilité. Arrière. Alors, je voudrais seulement connaître comment que vous avez décidé de maintenir la même proportion de les palais, le même rectangle.
Alors, en une minute. Il y a déjà, oui, il me reste 54 secondes. Alors, je ne parlerai pas de rigidité, je parlerai de rigueur et d'élégance. Parce que la rigidité, c'est un terme un petit peu négatif et c'est pas comme ça que nous avons souhaité l'écrire, même si c'est itératif et que tout ça peut évoluer. Maintenant, la chose qui est fondamentale dans ce respect des ordres que Philippe Hamler a évoqué, c'est que nous avons un étage de plus dans les niveaux plus administratifs de la partie sud. Et cet étage de plus par rapport au palais, il est essentiel. Il est essentiel à la fonctionnalité, il est essentiel à la condensation des fonctionnalités et donc à leur efficacité. On ne peut pas, évidemment, faire des projets des bureaux de 12 mètres carrés avec 5,50 mètres sous plafond, vous le comprendrez aisément. Donc cette écriture architecturale qui se base sur ce dessin programmatique que nous retrouvons dans l'aile historique, on le retrouve sur l'aile moderne, mais avec un étage de plus. C'était pour nous une nécessité fonctionnelle également. Parfait. Maintenant, nous allons avoir la toute dernière présentation de la journée. Alors, parce qu'on a été correct là, on a respecté les 20 minutes et les 10 minutes. En fait, donc, le quatrième finaliste est le groupement Rako Deco Ajay and Associates. Alors, pour prendre part à ce projet, ce concours d'architecture de la reconstruction du Palais National, la firme Rako Deco s'est jointe à la firme britannique Ajay. Et c'est avec plaisir que nous appelons l'ingénieur Cassandra Mehu, la directrice du projet, donc, qui va donc présenter ce projet devant le jury. Donc c'est le quatrième finaliste dans le cadre de ce concours. Alors je signale que les membres du jury vont continuer à délibérer avant de choisir la firme gagnante avant le 12 janvier. Donc ils vont continuer à travailler. Ah bon, c'est dur là pour choisir la firme gagnante. Merci de nous recevoir. Je me présente d'abord. Je suis Cassandre Mehu, l'architecte directrice de la Rako Deco. Ici nous avons avec nous David Ajay, qui est responsable, l'architecte principal de Ajay Associates, et nous avons nos équipes consécutives. Ici, nous avons Joe Francina, qui est de Ajay Associates, c'est le directeur. Kaila, qui est notre dessinatrice d'intérieur. Ginette Mathurin, qui est notre ingénieur. Et Yves Lopez, qui est notre consultant également en architecture. Duprat Ledoux, qui est notre ingénieur mécanique de structure de Ledoux du Canada. Et finalement, Milim, qui est là, notre consultant en administration publique. Livini, à partir de ça qui passe nous le 12 janvier. C'est vrai que le 12 janvier, on a tous été frappés et ceci nous a donné un goût amer et laissé un vide tellement profond dans nos familles qu'on s'est dit, c'est pas possible, il faut faire autrement. Mais comment le faire autrement? Nous avons pensé que, au lieu de regarder le 12 janvier comme une catastrophe, mais qu'il fallait surtout le regarder comme une opportunité. Il fallait saisir les grandes leçons du 12 janvier pour créer et regarder une vision nouvelle de la ville. C'est pourquoi, si vous regardez notre projet, la première chose que nous avons fait, nous avons proposé un axe de composition. Un axe de composition qui mène vers une intégration urbaine. Pourquoi? On est sûr que dans notre ville, qu'il y a des patrimoines à sauvegarder. Que ça soit le Marois inconnu, etc. Mais ici, il s'agit de focaliser sur la reconstruction du palais. Mais ce n'est pas tout. Il faut regarder, non seulement pour faire une mise en valeur du palais national, on s'est dit que donner le signal d'une nouvelle rue, d'une nouvelle intégration, c'est ce qui va permettre de reconstruire, pas seulement le palais, mais nos villes, notre capitale et ensuite le pays. Donc, nous avons proposé un axe. Et dans cet axe,
ça va nous emmener directement sur une nouvelle rue, et c'est cette rue qui va avoir au centre, on appelle cette rue la Renaissance. Et cette rue qui est la Renaissance, au centre, vous allez avoir une restitution par une pyramide au milieu, c'est pour honorer justement la mémoire des 300 000 morts du 12 janvier. Donc, nous avons utilisé cette opportunité pour en faire une nouvelle chose. Pendant que nous mettons en valeur le Palais national, ce n'est pas seulement une affaire de façade. Nous avons décidé au sein de notre groupe de restituer notre beau palais à l'identique. Mais ce sera et la façade néoclassique et aussi ouvrir sur la façade créole que beaucoup ne connaissent pas. Donc, ici, il faut prioriser dans notre travail l'intégration urbaine du nord au sud et de l'est à l'ouest. Du nord au sud, on pointe les différents monuments, que ce soit le marron inconnu, parce que n'oubliez pas ce qu'Haïti a fait. Nous avons ici, dans la place de la Patrie et tout autour du palais, les monuments les plus importants, sinon en Haïti. On veut parler de, par exemple, Toussaint Louverture. Nous savons tous les stratégies de Toussaint, et ensuite on peut parler de Dessalines. Donc voilà nos pères fondateurs qui doivent guider la reconstruction. C'est pourquoi que nous disons, dans notre groupe, la reconstruction du Palais national doit être pour nous un signal clair pour reconstruire nos cités, nos villes et ensuite notre pays. Donc on est parti de ça comme un élément essentiel fort, et c'est cet élément essentiel fort qui va nous permettre de restituer notre palais, notre patrimoine national, notre patrimoine identitaire, mais nous pensons que ça n'arrive pas chaque jour de trouver un cataclysme. Donc il faut utiliser ce cataclysme pour être un catalyseur pour pouvoir reconstruire nos villes, reconstruire la cité et ensuite reconstruire Haïti. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter notre architecte principal et je reviens là-dessus encore. Thank you. I'm sorry, I have to speak in English, so we change a little bit. But Cassandra will summarize later. Again, it's an incredible honor to be in front of you to present what I think is a once-in-a-generation, of course, opportunity. For us, the reconstruction of the palace is not just a project about remaking the patrimony of the building, but it's really about restituting for us, the soul, the urban soul of the city of Port-au-Prince and the urban soul of Haiti. Pour lui reconstruire, comme on disait, le monument, c'est pas seulement mettre l'accent sur une façade, mais c'est mettre l'accent sur l'urbain, qui est le cœur d'Haïti. In our minds, the clues has to come from the urban strategy that was already laid out in the north and south axes, understanding Toussaint, the Maroon Monument, the Eternal Flame, and obviously the cathedral at its northern head of the palace, and in its east-west axis, understanding Dessalines' monument and memorial. And this new axis, the Champ de Mer, which is going to go right to the ocean, and understanding that that is a critical new part of the composition at which the palace stands as a panoptic object, organizing and in a way creating a monumental core for the city. C'est vrai que le palais, de par sa position, est bien centré et est bien connu en Haïti, mais cependant, c'est l'axe nord-sud et l'axe est-ouest qui doit nous guider pour trouver des stratégies à partir des différents points de focus et des différents symboles que nous avons. D'un côté, nous avons Dessalines et de l'autre, nous avons Toussaint. So our strategy is in three parts. Our first was to create this axis that I described from the sea to Dessalines' monument with an epicenter behind the palace, changing the palace orientation from being about a front and back to becoming an object in the round that organizes this monumental core, and placing at that place a monument to the earthquake.
Justement, pour faire justice à tout ce qui s'est passé le 12 janvier, on pense qu'on ne peut pas rester seulement sur une affaire de montrer seulement la façade principale du Palais national, mais aujourd'hui, nous mettons en valeur le monument national qu'est le Palais, en montrant non seulement la façade principale, mais aussi les autres façades, les 4 autres façades. Mais le plus important, c'est la nouvelle création d'une avenue que nous faisons. Donc, ça restitue la mémoire, le souvenir de nos 300 000 morts, et la création aussi de nouveaux axes de développement durable qui mènent juste au bicentenaire d'un point de vue. Then absolutely, by establishing this axis, we then believe that the rebuilding of the palace must be faithful to the origins of this very important monument that is reconstructed but made able to work in the 21st century and for future generations. But it now becomes very much a monument that is an arm of the new composition of this monumental core. Le Palais national, justement, il ne faut pas seulement le voir, comme on disait tantôt, comme, on ne va pas seulement le voir dans cette phase comme un musée, ce sera toujours un palais fonctionnel, mais un palais présidentiel dans un premier plan que nous mettons sur pied. So the enabling of the rebuilding of the palace means that the palace can now function as the public arm of the seat of government. The President's office and the First Lady's office can be appropriately established in them, and the function rooms can perform the duties of the state in a very public way, allowing access and security to be fully integrated into the system. C'est important d'intégrer le palais dans ses services nobles, de le rendre noble dans ses services. C'est pourquoi que nous faisons automatiquement une restitution à l'identique du palais en faisant la mise en valeur des 4 façades. Mais maintenant, à l'intérieur de ce palais, vous allez avoir les services qui sont proprement liés au Palais national. Donc les services administratifs seront ailleurs sur le site. With the second strategy, which is the axis that is established, we create a line in the site plan which allows us to then make the last part of the project. Nous faisons dans la deuxième stratégie d'autres types de circulation qui va nous permettre de circuler en hauteur et en bas à l'intérieur de cette même présentation. The third part of the strategy is to acknowledge that the site east-west has a gradient of 6 meters. So we are then able to make a new podium which can allow for the infrastructure of government to be under that plinth, creating a network that can connect the palace, a new administration headquarters, and a presidential wing which has the proper facilities for security and all the things that are required to allow the government to function adequately now and into the future. Dans la première étape de notre projet, dans la partie Est, nous avons créé, puisque le site le permet naturellement, un espace souterrain entre 3 à 6 mètres qui va permettre d'avoir tous les services de stationnement en sous-sol et également des services secrets qui vont permettre à l'administration du président de travailler directement avec la partie qui vient dans le terrain arrière, où vous allez trouver d'un côté un bâtiment administratif et de l'autre côté un bâtiment résidentiel. Donc il va y avoir une circulation directe, donc c'est un plan intégré. And then lastly, at the end of that elevated podium is the rebuilding. We believe a very important thing to also rebuild is the guardhouse, the original arcaded architecture of the guardhouse, which creates a second axis into the site. So in a way, now completing the way in which this site will become the focal pinpoint of the master plan of this area and also the master plan of the monumental core. The second rebuilding, we believe, creates a second gateway, which is where the business of the presidency and the administration happens in an everyday way, and the formal front gates become the ceremonial, the pageantry, the celebrated. We then separate service and served so that the functions of a 21st century government can work properly without collapsing into each other, the way in which the 19th century conception of government has obviously made
the situation happened, but obviously the earthquake has exacerbated the scenario and has now brought us to this moment where we can now think anew about the opportunities of how to make a seat of government for the future. Ce plan, justement, offre... Non, it's okay. It's okay. Ce plan va offrir, justement, une vision complète, fonctionnelle. Donc, d'un côté, vous allez avoir un palais présidentiel qui fonctionne avec les normes et les services, mais de l'autre côté, vous allez avoir les services qui sont liés au palais. Nous voulons parler de bâtiments administratifs et de bâtiments résidentiels. Mais tout ceci, ils seront reliés en sous-sol dans un deuxième point. Mais l'élément central, c'est le plus important pour nous, car nous restituons au centre avec une salle d'interprétation qui rend une mémoire, souvenir à nos morts, mais surtout qui donne une vision à la cité sur un master plan et dont les institutions et tous les Haïtiens pourront se référer et s'inspirer pour mieux faire le développement de la ville. Voilà comment que nous arguons, nous regardons cette nouvelle aventure. Et avec ce plan, nous avons mis les casernes des Salines à la partie arrière, à la rue Saint-Honoré, dans le master plan. Cela va permettre une deuxième entrée, car la première entrée sera toujours une entrée monumentale et permettre un fonctionnement normal et donner aussi au président la sérénité qu'il lui faut pour travailler dans un bâtiment, pour lui, administratif, parce que c'est important pour retrouver justement la sérénité autour du président, pas tout ce monde qui vient pour des services souvent assez courants. Donc nous mettons l'emphase de noblesse sur le bâtiment présidentiel qui sera préservé, et pas en tant que musée, mais en tant que bâtiment fonctionnel pour un président et pour un palais digne comme Haïti. So in summary, what we end up making is a tripartite structure. The ceremonial axis which brings the nation into the heart of the master plan, the restitution of the presidential palace back as an infrastructure of the government, but one where the public and the government and dignitaries in the world meet, and the infrastructure of government and office with their ceremonial gardens and their facilities to enable, we believe, the government of Haiti and the future governments of Haiti to have an administrative center which is of excellence in the world. Thank you. En faisant la restitution, le pays va retrouver son beau palais, donc son identité, sa culture d'un côté, mais ceci à travers les différentes autres façades. Donc il n'y aura pas une cassure avec ce qu'ils ont connu avant, mais surtout maintenant, nous donnons une vision, une possibilité à l'État d'aujourd'hui, à l'État futur, de pouvoir mieux planifier non seulement son centre avec une unité architecturale, mais surtout la vision sur les années à venir. Et voilà justement, si vous regardez cette planche, nous pensons que c'est ici la création architecturale que nous avons menée à travers ce projet qui ouvre d'un côté sur l'axe et qui montre à l'extrémité une sorte de monument, un obélisque, un monument très simpliste qui montre que Haïti, malgré tous les problèmes, est toujours encore debout. Ce grand pays qui a fait les droits de l'homme, malgré aujourd'hui nous sommes dans une situation de catastrophe, mais nous ouvrons la possibilité à travers un bâtiment de forme pyramidale. Nous savons ce que offre la forme pyramidale, qui est comme une innovation pour entrer dans les temps modernes, mais ceci, un bâtiment de qualité qui va permettre à cette nouvelle génération de pouvoir mieux embrasser cette cité administrative qui est déjà tout à fait moderne et dont déjà nous sommes en plein dans la cité administrative. Voilà la nouvelle vision sécuritaire, certes, que nous offrons, mais digne pour non seulement honorer la mémoire, souvenir de nos morts, parce qu'il faut qu'il y ait une justice sociale qui soit faite après le 12 janvier, puisque dans quelques jours, cela va faire une décennie. Qu'avons-nous dit, qu'avons-nous fait? Donc c'est important de rentrer dans la modernité en préservant toutes les tâches de notre patrimoine. Tout ce qui a rapport à notre patrimoine sera préservé avec leur dignité, puisqu'il s'agit de cette nation digne qu'il faut rentrer dans la modernité. C'est pourquoi nous jetons ce tapis rouge vers la modernité, et ceci avec Dessalines qui regarde ce monument, Haïti toujours debout. Voilà comment, avec simplicité, nous allons moderniser le palais le plus que possible, mais en gardant
justement en la restaurant dans les normes. C'est très important pour nous puisqu'il s'agit d'un monument national qui a une valeur hautement significative, une valeur historique qu'il faut préserver et justement donner aux générations futures, transmettre aux générations futures. Voilà notre point de vue. Il s'agit de mettre tout ceci sur le socle de notre culture en entrant dans la modernité. C'est ça? Parfait. Maintenant, nous allons continuer le processus. Nous allons passer à la période, période de questions-réponses. Et je vais demander aux membres du groupe d'être très concis dans leurs réponses. Donc, le jury va vous poser des questions et vous allez répondre. Je pense que j'ai bien compris le projet. Il y a seulement deux questions pour mieux comprendre. La question de la matérialité des deux nouveaux bâtiments, est-ce qu'ils sont de bois? De bois? Non, ce sera fait en béton. Ah, ok. Non, ça c'est la première question. Seulement pour connaître un peu la matérialité des deux nouveaux bâtiments. Matériaux. Et la seconde est que pour moi, il est un peu difficile de comprendre la différence parmi les espaces qui sont 100% publics et les espaces qui sont pas tout publics, qui sont privés pour les... So, est-ce que le rouge est 100% public ou tous les verts aussi 100% public, seulement pour comprendre comme elle a... Sorry. So I'm going to respond in English. The entire complex is a secure complex. There is access for tourists through a security screening to get to the memorial and out. It is separated, that axis is completely separated from the presidential functions. So it's only on the axis, on the east-west axis. So there's just a security into the memorial area and then out. And that is the only public access. The rest of it, which is east-west, yes, exactly. That's so it can connect you. That's totally open. No. It's not open through, it's open as in the public can go, but through a security. Okay. Yes, you have to go through security. There's a security gate and you go round. Yes, it's not open just as a thing. La question était de savoir si, justement, cette nouvelle avenue de la Renaissance que nous avons proposée, si elle était entièrement ouverte. Nous avons dit qu'il y avait des gardes de sécurité, des guérites à chaque entrée qui permettaient de rentrer. Yeah, we wanted to visually connect them so that from the optics of your eye you understand the line, but the way in which you get in. When you are walking into this axe, yes, you are fenced. Yes, there's an ornamental iron gates that we will design on each side that we suggest that can be open if there's a ceremonial event, but it's closed for normal pedestrian work. With the two buildings, we sought to make the materiality a compositional complement to the palace, which is a stucco building. We wanted to make a steel and timber building, thinking about the tropical villas, original villas of Haiti, for the presidential villa, obviously a 21st century version. And with the administrative building, we wanted to make a limestone and steel building. So there's the idea of the stone, the timber, and the plaster, making a kind of composition, a material historical composition. Merci de cette belle présentation. Je voudrais, comme aux autres équipes, poser la question. Ce que je vois, c'est que vous avez deux ancrages, l'ancrage du palais qui est restitué et l'ancrage des casernes des Salines. Maintenant, comment est votre stratégie par rapport à l'interprétation et l'ancrage patrimonial de ces nouveaux bâtiments qui ont une nouvelle fonction? En ce qui a trait à la restitution de monuments, nous allons restituer tous les monuments avec, à leur origine. Donc, il ne s'agit pas de faire des restitutions contrefaçon. Donc, le bâtiment de caserne des Salines sera restitué à l'identique à l'arrière. Puisque aujourd'hui, nous avons les ruines, mais nous allons les restituer comme ils étaient à l'arrière. Donc, il ne s'agit pas de faire des contrefaçons. Nous allons donner une deuxième vie parce que, à cause de la fonction.
Donc, nous allons mettre tout ce qui a rapport à la fonction sécuritaire, une partie à l'arrière et permettre une deuxième entrée. Mais en termes d'image, en termes de mémoire, les gens ne seront pas perdus dans l'espace. Merci pour votre présentation. Mais je voudrais vous demander d'exposer un petit peu votre approche structurelle. Je suis ingénieur mécanique électrique et non pas structure. Mais mon compagnon de Montréal, pour avoir fait quelques bâtiments ici en Haïti, naturellement, on a des sols qui ne nous permettent pas une grosse capacité portante. Alors, c'est beaucoup de pieux, beaucoup de longrines et une assise très solide. C'est un bâtiment qui est construit avec une norme de protection civile, donc ne résiste pas seulement qu'au tremblement de terre, mais doit être aussi opérationnel après un tremblement de terre. Donc, au niveau de cette structure-là, je sais qu'en Haïti, on utilise beaucoup de poutres et dalles parce qu'on a une mauvaise qualité de béton. Au Canada, on préconise beaucoup de dalles structurales avec des colonnes, mais ici, on a peur du poinçonnement, donc on parle toujours de créer ce genre de poutres et colonnes. Donc, je pense que le musée de la Monnaie ici avait été conçu avec une poutre traditionnelle, une dalle traditionnelle pour permettre des grands volumes et une meilleure utilisation de l'espace. Mais comme je vous dis, c'est une réponse d'un gars de mécanique à une question de structure. Je m'excuse. Je vais être très rapide. Le geste d'inscrire ce projet-là dans la ville est magnifique. It's beautiful the way that you're inscribing the palace within the city, but it comes with a big caveat. How do we treat the rest of the city, and do you have anything to offer? I think we were very concerned about the reconstruction of just the palace when we got the brief. We felt that the palace and the city are one body, and that we wanted to make a project which would start to extend its arms, its body, its brain into the city in a way creating a blueprint for the reimagining of the city. The city has to reimagine and has to have hope, and the recreating of the palace is one thing, but also I think the establishing and the reinforcing of the DNA of the city and creating a network which shows the upgrading of the city into something much more than what is understood now begins the revitalization of the city in our minds. So we see this project as a prototype for the emergence of the new city of Port-au-Prince. Il faut répondre en français pour... Tu traduis pour l'assistance? Oui, je m'excuse. Ce qu'il vient de dire par rapport à la question posée, c'est que c'est vrai qu'on nous a demandé de reconstruire le Palais national, mais nous avons en même temps profité de cette occasion pour proposer aux institutions une vision, puisque nous pensons que dans toutes les villes d'Haïti ont besoin d'une référence. Donc c'est comme un DNA, c'est pourquoi nous avons pensé à restituer pas seulement un monument, mais une vision pour la nation haïtienne que nous mettons sur le socle de notre culture pour que les gens puissent comprendre l'effet même de cette nation. Donc on vous remercie pour votre présentation. Maintenant la parole est au maître de cérémonie. C'est donc pratiquement la fin de cette cérémonie. Nous remercions encore une fois tout le public qui a donc effectué le déplacement pour assister à cette présentation. Et on a fauté tout à l'heure, mais je pense que maintenant, on peut applaudir les 4 finalistes. On peut aussi applaudir les membres du jury qui vont continuer à travailler. Et bien sûr, les membres du groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du Palais national qui ont fait un travail formidable. On remercie encore une fois toutes les personnalités qui ont fait le déplacement. L'ancien président de la République, Prosper, oui, c'est lui, peut-être le seul président de la salle qui a vécu au Palais national. Voilà. Donc, je rappelle encore une fois que les membres du jury vont continuer à travailler, à délibérer. Et j'imagine que je ne me mets pas à la place des membres du jury,
parce qu'on a eu quand même 4 finalistes, des projets extrêmement importants. Donc ils vont continuer à travailler et vont présenter le gagnant aux membres du comité. Les membres du comité vont dire au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, voilà donc la firme qui a remporté le concours d'architecture. C'est un concours historique. On n'a pas eu, ça sera sur YouTube, c'est vraiment avec la nouvelle technologie d'information et de la communication. Donc tout le monde va voir exactement, tout le monde a vu tout à l'heure les 4 finalistes, le projet présenté par les 4 finalistes. Et bien sûr, je rappelle encore une fois que le nom du vainqueur sera dévoilé par le président de la République lors d'une cérémonie au Palais National le 12 janvier prochain.